Messieurs, dames, hop. On s'excuse, il y a Monsieur Cyril Linette a eu un malaise. Il est ici à Monaco, bien entendu, il est à l'hôtel, mais il n'est pas à même de pouvoir faire cette conférence. Donc on a demandé à un ami, Jean-Philippe Ackermann, qui est un professionnel conférencier, de pouvoir se substituer à lui il y a un quart d'heure, mais comme c'est un grand professionnel, il a accepté pour ne pas laisser un vide. Voilà. Donc il est sympa, Maurice, parce que ce n'est pas du tout mon sujet en plus. Donc en fait, ce qu'on va faire, alors déjà, ceux qui veulent avoir Cyril Linette et qui sont déçus, vous pouvez quitter la salle, il n'y a pas de souci, hein. Ça ne me vexera pas. Hein. J'ai beaucoup de défauts, mais je ne suis pas susceptible. Donc déjà, ça c'est réglé. Donc n'hésitez pas, ceux qui étaient là pour Cyril Linette, etc., n'hésitez pas si vous êtes déçus, si vous avez envie d'aller discuter, de boire un coup, etc., n'hésitez pas, je ne serai pas vexé. OK ? Bien. Maintenant, ce qu'on va faire, donc moi je suis spécialiste, je fais des conférences dans les entreprises sur l'optimisme en entreprise. Et c'est marrant, tout à l'heure, vous avez Stéphane Bruno, à qui on a demandé « Est-ce que vous êtes optimiste ?» Vous vous souvenez de cette question-là? Et il a répondu « Je ne suis pas optimiste, je suis réaliste. » C'est la réponse des pessimistes. Ils vous disent toujours « Je ne suis pas optimiste, je suis réaliste. » Alors moi, je vais vous dire quelque chose, c'est que le pessimiste, comme l'optimiste, il voit la même réalité. C'est-à-dire que l'événement est l'événement. Et vous êtes des chefs d'entreprise, vous avez des relations dans les entreprises, et on va un peu parler un peu de tout ça, de résilience, de tout ça. Puis surtout, je vais vous poser des questions et je répondrai aux questions que vous vous posez, ce sera plus sympa. Mais juste par rapport à ça, il y a une parole d'Épithète, peut-être vous connaissez Épithète, ça vous dit quelque chose? Et il est né 50 ans après Jésus-Christ, donc c'est quelqu'un qui est récent. Hein, et il dit... Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis que le monde est monde, et encore après que nous soyons disparus, le monde c'est une suite d'événements. Vous êtes d'accord? Aujourd'hui c'est un événement. Bon, c'est un événement sympathique, mais c'est un événement. Ce qui se passe en France aujourd'hui, c'est un événement, il y a des manifestations, il y a des casseurs, c'est un événement. D'accord? Et la vie, c'est une suite d'événements. Et l'optimiste, comme le pessimiste, ils se doivent d'être réalistes. Ça veut dire regarder l'événement tel qu'il est, sans jugement. Sans jugement. Je mets une modulation, je mets un bémol. Vous connaissez la différence qu'il y a entre le positif, le négatif, le pessimisme et l'optimisme? Souvent, les gens confondent. Le positif et le négatif, c'est une valeur d'interprétation de l'instant. Valeur d'interprétation de l'instant. Ça veut dire que par rapport à ce qui se passe en France, je peux être mécontent. Il y a des gens qui sont mécontents. Et puis il y en a qui sont vachement contents. Toute la gauche est super content. Donc ça veut dire que dans un même événement, j'ai les négatifs. Moi, je fais partie des négatifs. Et puis vous avez des positifs. Tous ceux qui manifestent aujourd'hui, ils te disent c'est super, c'est génial, etc. Pourtant, c'est le même événement. Ça, c'est être réaliste. C'est regarder l'événement tel qu'il est, et j'y porte une appréciation temporelle, hein, le positif et le négatif, l'interprétation actuelle, j'aime ou j'aime pas. Je suis bien ou je suis pas bien. Je voulais voir Cyril Linette, je suis déçu ou je suis pas déçu. Vous voyez, c'est un événement, c'est factuel. Donc quand on dit à quelqu'un, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste? La réponse, je suis réaliste, c'est normal. Tout le monde doit être réaliste, et surtout dans une entreprise. Dans une entreprise, il se passe des événements tous les jours, tous les jours. Quelle est la différence? Optimiste, pessimiste, c'est une vraie interprétation du futur. Ça veut dire que par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, etc., par rapport à ce que je sais, par rapport à ma vision des choses, est-ce que je suis pessimiste? Ça veut dire que je crois que tout est foutu, qu'il va plus rien se passer, et donc je vais devenir un spectateur, en fait, de la chose, et je vais dire c'est aux autres de faire, c'est pas à moi, etc., etc., et je suis pessimiste par rapport aux événements. Ou est-ce que je suis optimiste? C'est l'interprétation du futur. Ça veut dire qu'en fait, quoi qu'il se passe aujourd'hui, j'ai assez confiance en moi et aux hommes, etc., etc., à leurs valeurs, pour dire ça va être compliqué peut-être, mais on va pouvoir construire quelque chose.
Et dans une entreprise, moi qui était chef d'entreprise de l'âge de 27 ans à 60 ans, je peux vous dire que si tu es pessimiste, d'abord, si tu n'es pas réaliste, ben, c'est que tu voiles la face. Et 2, si tu es pessimiste, tu es sûr d'avoir perdu. Mon premier job, ça a été de redresser une boîte. J'avais 26 ans, je redressais une boîte, je n'avais pas de compétences managériales. Et quand je prends la boîte, c'est toute une histoire que je raconte dans ma conférence à Faire Cool. Quand je reprends la boîte, j'apprends quelques semaines après qu'elle est en difficulté financière. C'est factuel, c'est la réalité. D'accord? Donc, si je prends positif et négatif, c'est sûr que quand on me donne la boîte, je suis hyper positif. Quand j'apprends qu'il y a une difficulté, je suis négatif. Pourtant, la réalité, c'est la réalité. Je ne peux pas la changer. D'accord? Donc, je me dis quoi? Je me dis que si en plus je suis pessimiste, je suis sûr d'une chose, c'est qu'on ne va pas y arriver. Donc, je me dis, essayons d'être optimistes. Peut-être qu'on aura plus de chances d'y arriver. Donc, pour être optimiste, ça veut dire que je me suis dit, je vais mettre un mandat. Donc, ça, c'est ma première conviction. Et la deuxième conviction, c'était de dire, je veux que tous mes collaborateurs, dont j'ai 26 ans, il y a longtemps, parce qu'aujourd'hui j'en ai 72, donc il y a longtemps, et donc je voulais que tous mes collaborateurs soient heureux le matin de venir au travail, et je voulais qu'ils soient heureux le soir de partir. Donc j'ai mis en place un management dont on dit aujourd'hui bienveillant, respectueux, à l'écoute, etc. J'ai mis plein de choses en place, des choses que j'ai mis encore ces dernières années dans des entreprises que je gérais. Et en fait, avec ces deux convictions, en un an, on a sauvé l'entreprise. Je n'avais pas de compétences managériales. Mais j'avais ces deux convictions, c'est comment je fais en sorte que mes collaborateurs soient heureux et comment je fais en sorte, moi et mon staff, d'être optimistes. Ça veut dire par les projets, par les futurs, par encourager les personnes, soulager les personnes quand elles doutent, etc. Donner de l'enthousiasme. Vous savez qu'un animateur, un leader, il doit faire descendre de l'enthousiasme et remonter les doutes. Et pas l'inverse. Parfois, j'ai des chefs d'entreprise, ils font descendre les doutes et ils cassent l'enthousiasme. Et après, ils se disent, c'est bizarre, ça ne va pas dans l'entreprise. Vous voyez? Donc, voilà. Donc ça, c'est par rapport à la question de ce matin. Je vous fais tout un quart d'heure sur une question. Par rapport à la question de ce matin, c'est êtes-vous optimiste? Je suis réaliste. C'est normalement ce que tout le monde doit répondre par rapport à un événement. Maintenant, comment tu traduis cet événement? Je suis pessimiste à l'événement. Je pense que ça, on ne va pas s'en tirer. Je pense que la France est foutue. Je pense que tout ça, etc. Et il y en a qui pensent ceci. Et il y en a d'autres, comme moi, qui pensent que de toute façon, la France n'est pas foutue. Ce sont des soubresauts. C'est la vie normale d'un événement. Et par rapport à ça, on peut construire des choses nouvelles. C'est sûr qu'elles ne seront pas comme avant. Elles seront nouvelles. Voilà. La question que je voudrais vous poser, donc ça c'était le préambule. La question que je voudrais vous poser, c'est pourquoi êtes-vous venu à cette conférence-là? La conférence-là, c'était humilité et résilience, les clés de la réussite. Et si quelqu'un peut me dire pourquoi il est venu, alors si c'est pour Cyril Linette, je ne peux rien faire. Si c'est pour la thématique, je peux essayer de faire quelque chose. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une réflexion? Pourquoi êtes-vous venu là, cet après-midi? Est-ce que quelqu'un veut me le dire? Ouais, vas-y. Merci Jean-Philippe. Moi j'ai eu la chance de faire venir 2 fois à Monaco le pape de la résilience, en la personne de Boris Cyrulnik. Voilà. Et ce qui m'intéressait beaucoup, c'était l'humilité, parce que je trouve que dans certains secteurs à Monaco, il en manque un peu. Donc je me suis dit, je vais apprendre des choses maintenant sur l'humilité aussi. Voilà. C'est pas avec moi, je suis pas modeste. Dans le complément de ce que vous venez de dire, je pense qu'aujourd'hui, notre monde manque cruellement d'humilité et de résilience. Donc voilà, je pense que c'est complémentaire. C'est quoi pour vous la résilience et l'humilité? Alors, je suis élu conseiller municipal. L'humilité, moi je l'estime comme ça, c'est déjà de se faire passer en second, notamment par rapport à de l'intérêt général, pour rebondir par rapport à ma fonction d'élu. Et la résilience, c'est avoir l'intelligence de savoir s'adapter à une situation qui n'est pas forcément celle qu'on a prévue, savoir se remettre en cause aussi, parce que potentiellement ce que je sais, c'est que je ne sais rien, et que si en face de moi j'ai une personne qui par son argument, par son expérience, arrive à me prouver que l'idée ou la certitude
que je pouvais avoir mérite de pouvoir, je dirais, évoluer encore une fois dans un sens d'intérêt général, et on rejoint et on boucle la boucle avec l'humilité. Voilà, je pense que c'est le lien entre les deux, et quand je vous dis que notre monde en manque cruellement, bon, bah, il n'y a qu'à ouvrir un journal. Hein. Alors, en fait, l'humilité, c'est l'inverse de l'ego. Hein. Et on est dirigé par des personnes qui sont égotiques, quoi. Hein. On est d'accord avec ça. Bien. Je voudrais encore entendre la salle. J'aurais peut-être une ou deux réponses là-dessus. Est-ce que quelqu'un voudrait encore parler par rapport à ce que vient de dire monsieur, sur l'humilité, sur j'ai le phare là, sur la résilience. Pourquoi sont les clés de réussite? Oui, je vous en prie, mademoiselle. Déjà, je suis entrepreneuse. Et, vous faites quoi? Dans la FinTech, Ouais. une application mobile de gestion des cash flows. Ouais. Et déjà, dans mon petit parcours entrepreneurial, j'ai fait face à des épreuves qui m'ont poussée à être résiliente et humble. Ouais. Parce que ça ne s'est pas passé comme prévu. Non. Et en général, ça se passe rarement comme prévu. Donc je dirais que c'est nécessaire de cultiver l'humilité et la résilience pour avoir un fonctionnement entrepreneurial sain et viable. Quand est-ce qu'on doit être le plus humble ou le plus résilient? À quel moment? Quand on réussit ou quand on échoue? Hein? Alors, pour moi, si vous voulez, humble, c'est quand on réussit, mais résilient, c'est quand on échoue. Hein? Et alors, moi, j'ai beaucoup échoué. J'ai beaucoup échoué, peut-être vous aussi, etc. J'ai beaucoup échoué. Je vais vous dire, c'est un peu un secret, mais je vous le dis. Je vais vous dire pourquoi, en fait, je suis optimiste et pourquoi chaque épreuve m'ont renforcé. D'accord? Bien. Alors j'improvise complètement, vous avez bien compris qu'il n'y a pas de plan. Hein? D'accord, vous avez bien compris ça. Hein? Bien. Pour ça, si ça ne vous plaît pas, vous faites ouh, hein, n'hésitez pas. Hein? N'hésitez pas, vous dites non, c'est pas ça que je veux entendre, etc. Moi, je m'adapte. Hein? Bien. Est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui réellement, mais je dis réellement, ont pris la décision d'être heureux le reste de leur vie? Mais je te dis réellement, ça veut dire non, réellement, une vraie décision. Ouais, une personne. Vas-y, vous pouvez nous raconter ça? Oui. Moi, j'ai fait le choix, donc je suis chef d'entreprise depuis quelques années déjà. Et je rejoins ce que disait Madame tout à l'heure par rapport aux échecs. Quel est le prénom? Amina. Par rapport à ce qu'Amina disait, on apprend de nos erreurs, de nos échecs. Et j'ai pris cette décision le jour où j'ai appris que j'avais un cancer. Et qu'on ne sait pas en fait si on va vivre ou si on va mourir. Et je me suis dit, si je m'en sors, malgré toutes les épreuves que je vais rencontrer au sein de ma société, et Dieu sait qu'en tant que chef d'entreprise, on en rencontre tous les jours des dizaines, j'ai fait le choix de me lever chaque matin en étant heureuse. Alors, c'est vachement... non, attends, je vais enlever vachement. C'est très important ce que vous dites. C'est vachement important ce que vous dites. Moi, je vais vous raconter comment j'ai pris cette décision-là. En fait, je suis à l'armée. À l'époque, on faisait l'armée. Et je suis à l'armée en Allemagne. Et je suis l'ordonnance du général. C'est-à-dire, je fais le lit de madame, je fais pas la cuisine, il y avait un cuisinier, je sers à table, je dessert à table, enfin, je fais tout, quoi. Hein. Et je suis l'ordonnance du général. Et ce général décède. Et donc je suis appelé à la chapelle ardente. Et donc je suis, vous savez, la chapelle ardente, il y a le corps qui est exposé, et puis il y a les personnes qui passent devant, qui saluent, qui pleurent, etc. Bon. Et moi, je suis à droite de la tête du général. Donc j'ai 21 ans, et c'est ma première confrontation à la mort. Je n'avais jamais rencontré la mort avant. Vous voyez ? Et donc quand je rentre le soir dans la caserne, dans le dortoir, je suis, moi qui ne pensais qu'à faire la fête, à s'amuser, etc., je suis perturbé. Et les jours se passent, les semaines se passent, et un soir, c'est ce que j'appelle ma révélation. Bon, c'est ma révélation à moi. Hein. Bon. Et je me rends compte ce soir-là, ce que tout le monde sait, hein, je ne vais pas vous lever un secret là. Tout le monde sait. Je me rends compte ce soir-là qu'en fait, on vit qu'une fois
qu'une seule fois. Et j'ai 21 ans. Et pourquoi je dis que c'est une révélation? Parce que tout le monde le sait, mais tout le monde l'oublie. Et on vit comme si on était immortel. Et je me rends compte donc qu'à 21 ans, qu'on vit qu'une fois, et je dis bien une seule fois, on n'est pas dans les jeux avec plusieurs vies, là, d'accord? À moins qu'on m'ait menti, à l'insu de mon plein gré. Hein. La deuxième chose, c'est que je sais que je ne peux pas faire le chemin retour. C'est-à-dire, ce qui est dit, ce qui est fait est fait. Je peux toujours dire, je ne voulais pas dire ça, je l'ai dit. Je peux toujours dire, je voulais faire autrement, je l'ai fait. D'accord? Et quand on compte notre durée, notre espérance de vie, on sait qu'on tourne autour de 30 000 jours à peu près, parfois moins, parfois plus, etc. D'accord? Et à 21 ans, même si tu es encore jeune, tu as fait 7 000, 7 500 jours. Et là, je me dis, waouh, mais si c'est ça la vie? Si tu vis qu'une fois, si tu ne peux pas faire le chemin retour, si ton espérance est quand même courte, etc. Et j'ai pris une vraie décision. J'ai décidé d'être heureux le reste de ma vie. Une vraie décision. Qu'est-ce que ça veut dire d'être heureux le reste de sa vie quand tu prends la décision? Tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien, mais ça te permet la résilience très forte. Très, très forte. Et donc, quand on a un événement pour madame et moi, par exemple, chaque fois que cet événement va venir, la première chose qu'on va se dire, c'est n'oublie pas que tu as pris la décision d'être heureux. Et donc, ça veut dire que toutes les solutions, l'analyse qu'on va faire de l'événement, et regardez ce que ça va donner, transposer dans une entreprise, ça. Transposer dans une entreprise, transposer dans une mairie, transposer, etc., dans une administration. Ça veut dire que toutes les décisions que tu vas prendre, elles sont à l'aune de cette décision-là. Comment, malgré ce qu'il se passe, et moi je ne raconterai pas tout, ma vie, j'ai eu des moments très 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 bas, d'accord? Malgré ce qui se passe, comment tu mets en position, en action, des actions, justement, qui te permettent encore d'être heureux. Et donc, si vous prenez cette décision-là, non seulement votre résilience sera beaucoup plus rapide, et moi je dis souvent que le bonheur, je le sais aujourd'hui à 72 ans, ce n'est pas une conséquence, c'est un choix. Et ça change tout dans votre vie. Et donc, ça veut dire qu'en tant que chef d'entreprise, si je dis que c'est un choix, c'est moi qui décide par rapport à l'événement ce qui va se passer. Si je dis que c'est une conséquence, ça veut dire que je laisse les autres diriger ma vie et diriger mon entreprise. La conjoncture est défavorable, la concurrence est trop forte, je ne suis pas adapté à l'IA, etc., etc., etc. D'accord? Donc ça veut dire que prendre cette décision, ça veut dire que je vais mettre en forme des actions dans l'entreprise qui vont faire que je vais mettre pour réussir. Et si je prends moi-même la décision d'être heureux, la finalité de la finalité, et là j'arrive à de la résilience très forte, puisque ma vie ça a été de redresser des boîtes en difficulté. Si vous dites, moi, ce bonheur que je me donne le droit d'avoir, je veux qu'il soit partagé par mes collaborateurs, et vous arrivez à des entreprises qui sont effectivement résilientes. Beaucoup plus facile. Si votre souci, tous les matins, que je sois maire, adjoint au maire, conseiller, chef d'entreprise, etc., si mon souci tous les matins, c'est de me dire comment moi, vis-à-vis des autres, je suis heureux et comment moi, vis-à-vis des autres, je peux donner ce bonheur aux autres, mon management n'est pas le même que si mon seul souci, c'est ma valeur boursière. D'accord? On est bien d'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je reprends ces entreprises, parce que je voulais parler de la première, où je n'ai pas l'objectif de chiffre d'affaires, je n'ai pas l'objectif de marge, je n'ai pas l'objectif de bénéfices, je peux vous dire que je n'ai jamais fait autant de bénéfices que dans ces entreprises-là. Parce qu'à partir du moment où tu dis à tes collaborateurs, vous n'avez qu'une vie, vous pouvez, etc., etc., et je veux faire en sorte que vous soyez heureux là-dedans, je peux vous dire que l'entreprise, même s'il est en difficulté, vous allez la redresser beaucoup plus facilement que si vous dites au gars, alors monsieur, on va réussir? Je doute qu'on réussisse. Alors monsieur, comment ça va? C'est compliqué.
Vous savez, ce patron qui est toujours pessimiste, qui dit jamais bonjour aux personnes et qui s'en va s'enfermer dans son bureau, ben, ça ne fonctionne pas. Donc si j'ai un secret à vous donner ou une astuce, on va donner tous les deux. Hein, si on a une astuce, un secret ou quelque chose de fort à vous donner aujourd'hui, en termes de résilience, c'est faites-le ou ne le faites pas. Croyez-moi ou ne me croyez pas. Croyez madame ou ne la croyez pas. Mais c'est en sortant tout à l'heure, prenez une vraie décision. Mais je dis pas une décision comme ça, ouais, je vais être heureux. Non, je vais être heureux. Non, parce que après, vous êtes frappé à l'aune des réalités. Quand tu apprends que dans ta famille, tu as une personne malade, un décès, et là, qu'est-ce que tu fais? L'autre jour, je faisais une conférence et je disais ça, et il y a une personne qui est sortie en pleurs. Et elle me dit, mais monsieur, comment vous faites quand c'est le décès de votre père? Ben, je lui dis, mais comment je fais? Moi, j'ai dit, c'est être heureux. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, chacun réagit. J'ai dit d'abord, ben, c'est sûr que positif, négatif, j'avais expliqué le concept, etc. C'est sûr que là, j'ai plutôt de la peine. On n'est pas d'accord. Sauf que, réalité, c'est quoi? C'est que mon père, il est décédé. Ça, c'est une réalité. Après, je peux le refuser. Vous savez ce qu'on appelle la courbe de deuil. Je suis dans le déni, etc. Je peux le refuser. Mais la réalité, elle est là. Et moi, mes parents, ils sont morts les deux en 3 mois. Donc ça va, je peux parler de ça. Vous voyez, hein, mon père en décembre, ma mère en mars. En plus, ma mère m'a fait la surprise de décéder le jour de mon anniversaire. Sympathique. Hein, bon. Donc, je lui ai dit, mais moi, mon souci, comme madame, c'est d'être heureux au quotidien. Jusqu'à ma mort, quoi, jusqu'à la fin. Et j'ai dit, elle me dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Et ben, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, avec mon frère et mes sœurs, on a dit qu'on voulait faire un enterrement joyeux. Ça part de là. Vous voyez, être heureux, c'est déjà donner du bonheur aux autres. Même dans un moment difficile, même dans un moment délicat. Et après, je lui ai dit, écoutez, votre père, il vous a laissé des souvenirs, des souvenirs mémorables. Ne pensez qu'aux beaux souvenirs, ne pensez pas aux mauvais souvenirs. On s'en fout des mauvais, c'est passé. Le passé, je ne peux rien dire, je ne peux rien faire. Ne gardez que ça. Et là, elle m'a écrit, là, dernièrement, il y a 2 jours, elle me dit, monsieur, je suis allé plus loin, on est passé 1 heure ensemble. Hein, mais elle me dit, écoutez, vous m'avez changé ma vie parce que je ne voyais pas les choses comme ça. Et dans l'entreprise, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que dans l'entreprise, si je commence à me morfondre, etc., je ne vais pas effectivement aller dans la réussite. Donc l'humilité, ben, c'est de savoir qu'on ne sait rien, vous le disiez monsieur, même si parfois on a notre ego et tout ça, etc. Hein. C'est de savoir qu'on ne sait rien, c'est de penser que je peux avoir des collaborateurs qui sont plus forts que moi, je peux avoir des collaborateurs qui savent mieux que moi. Je disais hier à une dame, à une amie, elle me dit, j'ai peur d'embaucher plus fort que moi parce que je ne voudrais pas que mon poste soit mis en difficulté. Et donc il y a 1 an. Et là, elle a embauché quelqu'un, une adjointe qui est beaucoup plus fort qu'elle. Elle me dit, mais ce que tu m'as dit, mais c'est extraordinaire, ça me fait grandir comme jamais j'ai grandi. Ça, c'est l'humilité. Vous voyez? Alors parfois, il y a des patrons qui, parce qu'ils ne veulent pas mettre cette humilité dans le cœur de leur management, ils ont peur d'embaucher plus fort qu'eux. Donc ils font baisser le niveau de l'entreprise, là. Alors que si j'embauche plus fort que... Moi, j'ai toujours embauché plus fort que moi, puisque je n'avais aucune compétence managériale. Donc, j'ai toujours embauché plus fort que moi. C'est pour ça qu'on a sorti les entreprises. Ça, c'est l'humilité. La résilience, moi, je la traduis par, je sais qu'on ne vit qu'une fois. Donc, chaque fois qu'il m'arrive quelque chose et que j'ai pris la décision d'être heureux, chaque fois qu'il m'arrive quelque chose, je me dis comment tu fais en sorte d'être heureux, et comment tu fais en sorte d'être heureux, non pas égoïstement, mais comment tu fais en sorte d'être heureux avec les autres et de donner du bonheur aux autres. Et ça, c'est ce que j'ai appliqué dans toutes mes entreprises. Moi, je suis président d'association encore maintenant. J'applique ça. Vous voyez, par exemple, l'association que j'ai reprise, il restait 40 membres. Bon, j'ai mis toutes mes compétences maintenant un peu managériales, je sais, mais surtout mes valeurs, mes pensées. Aujourd'hui, on est 200, 2 ans après. Vous voyez, hein? Parce qu'on a un système de management qui est complètement différent. Je ne sais pas si je réponds à toutes vos questions. Je vais... en live, comme ça, etc. Est-ce qu'il y aurait une autre question là-dessus? Peut-être que ça peut vous choquer, ce que je vous dis, n'hésitez pas aussi, hein, en me disant, mais moi, je suis choqué parce que pour moi, je croyais que le bonheur, c'était une conséquence, et que ce qui se passe aujourd'hui, je ne peux pas être heureux, ce n'est pas possible, etc., etc., etc. Et quand je vous dis que le bonheur est un choix, c'est comme l'optimisme. Hein. L'optimisme ou le pessimisme, c'est un choix.
Je décide d'être optimiste ou je décide d'être pessimiste. C'est un choix. Si je ne prends pas ce choix-là, c'est l'environnement qui va choisir pour moi. Toujours. D'accord ? Ce qui n'empêche pas les difficultés, ce qui n'empêche pas les maladies, ce qui n'empêche pas les faillites. J'en ai fait 2 dans ma vie, donc je sais. Ce qui n'empêche pas tout ça. D'accord ? Mais tu te dis, ok, ça c'est arrivé, ok. Je me souviens de la première faillite que j'ai faite. Ça, je ne vais pas aller plus loin, mais juste un mot. La première faillite que j'ai faite, j'ai dit à ma femme, il y a un mot que je ne veux pas entendre, c'est « on n'aurait pas dû ». Parce que ça ne servait à rien. Voilà. Et en un an, on s'est redressé. Vous voyez ? Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette thématique, ou par rapport à l'optimisme, ou par rapport à autre chose ? Je peux encore vous dire beaucoup de choses, je pourrais faire la journée, donc c'est pour ça, il faut me cadrer. Hein. Oui ? Il y a des questions ? Non ? On s'arrête là ? On ne va pas s'arrêter là quand même. Non, ça vous intéresse ? Sûr, hein ? Sûr. Bien. Alors, je vais vous donner ce que j'appelle le chemin de la réussite. Ça vous va, ça, le chemin de la réussite ? Bon, hein, si je résume un peu tout ce que j'ai dit, je vais essayer de mettre un peu d'ordre dans ce que j'ai dit. Oui, vas-y. Mon histoire sur ? Ouais, non. Ouais, je vous la raconte, allez. Je vous la raconte. Ma femme n'est pas là, je peux la raconter. Si ma femme ne veut pas, je la raconte. Donc, non. Vous avez, des fois, on a un peu d'argent de côté. D'accord ? Ben, moi, j'avais de l'argent de côté. J'avais vendu ma maison en Provence pour vivre ici. Donc, j'avais vendu la maison de Provence. Et puis, l'argent, il était placé, etc. Et un jour, j'ai un copain qui vient, il y a 10 ans de ça, il y a un copain qui vient et me dit « Hé, Jean-Philippe, j'ai trouvé un placement. Il est extraordinaire. Il fait 4% par mois. » Et là, tu te dis... Et alors, au début, tu ne le crois pas. Et il te dit « Regarde mes relevés bancaires. Regarde tout, etc. » Et tu vois que tous les mois, il touche l'argent, ça lui tombe et tout, etc. etc. Et il me dit... Et en plus, il vient à Monaco, j'habitais Beau-Soleil, il me dit, le siège est à Monaco. Wow. Il me dit, il y a une réunion ce soir, ou demain, ou après-demain. Et je viens de voir, vous savez, cet immeuble, vous voyez le rond-point, je ne sais plus comment il s'appelle, ce rond-point devant la gare, en bas, Sainte-Dévote. Il y a un immeuble rond là, hein, panorama. Et c'était au dernier étage, 500 mètres carrés il avait. D'accord, le gars. Et avec des bureaux et tout, etc. Donc il m'explique ça, ils font une réunion, il explique que l'argent, il est placé ceci, il est placé cela, etc. Sur le Forex et tout. Donc je mets 50 000, tu vois. Oh, et tous les mois, je reçois mon argent. Donc après, j'ai dit à ma femme, ça y est, hein. Alors je mets ce que je ne dois jamais faire. Je fais all-in. Bon, un mois, tu touches. 2 mois, tu touches. 3 mois, tu touches. 4 mois, tu touches. 5 mois. Ah, tiens, pourquoi alors tu téléphones. Ah non, il y a juste un problème informatique, vous inquiétez pas, etc. 6e mois, on vous dit, monsieur, vous ne reverrez jamais votre argent, parce que c'était une escroquerie Ponzi. Voilà. Et alors, bon, je me suis fait avoir. C'est tout. Mais comme j'ai essayé d'être heureux, à votre avis, quand je rentre chez moi le soir, il faut que je le dise à ma femme quand même. Hein? Il faut que je le dise à ma femme quand même. Et j'ai dit, chérie, voilà, l'argent de la maison, on l'a perdu. Bon. Donc elle me regarde et me dit, qu'est-ce qu'on va faire? Et la première chose que je lui ai dit, c'est, il y a un mot que je ne peux pas entendre si on n'aurait pas dû, parce que ça ne sert à rien. Et derrière, on a tout reconstruit. Derrière, on a tout reconstruit. Parce que moi, j'avais arrêté mon métier, ma femme ne travaillait pas, etc. Et je lui ai dit, bon, il faut qu'on soit heureux et tout, donc on va continuer à être heureux. Et à un moment donné, je lui ai dit, tu sais, Karl Marx, il a cette parole extraordinaire. Il te dit que la propriété est l'aliénation de la liberté. Alors j'ai dit, tu sais, nous, on est libres. Voilà. Et je lui ai dit ça, tu vois, donc elle s'est mise à rigoler, quoi, tu vois. J'ai dit, nous, on est libres, tu vois. Et je lui dis, écoute chérie, Béatrice, elle s'appelle, je lui dis, chérie, ce qu'on va faire là, puisqu'on a tout perdu, puisqu'on n'a plus rien, pour vous dire, j'étais locataire, je louais même en Airbnb, alors qu'on n'a pas le droit.
l'appartement pour pouvoir payer le loyer. Vous voyez un peu où j'en ai été réduit, quoi. Hein, heureusement que dans l'appartement, il y avait un grenier, on vivait dans le grenier, on a vécu dans le grenier 6 mois. Mais on était heureux, quoi. On était heureux parce qu'on savait qu'on reconstruisait quelque chose. Et puis, comme disait ma grand-mère, plaie d'argent n'est pas mortelle. Hein, voilà. Et donc, ma femme me dit, ben, moi, je voudrais faire un soutien scolaire. Ça fait maintenant 10 ans qu'elle fait le soutien scolaire, ici à Monaco. Maintenant, on est en Bretagne, dans la Bretagne. Et moi, elle me dit, tu sais, toi, tu devrais faire des conférences. Je n'avais jamais fait de conférence avant. Tu vois, tu devrais faire des conférences. Je lui dis, ah bah ouais, pourquoi pas. Je lui dis, mais sur quoi? Elle me dit, sur l'optimisme. Et mon métier est parti comme ça. Et aujourd'hui, je fais entre 50 et 70 conférences par an. Vous voyez? La moralité, c'est que si je m'étais plaint, si je m'étais lamenté, est-ce que j'aurais retrouvé mon argent? Non. Est-ce qu'aujourd'hui je serais là devant vous? Peut-être vous me diriez c'était mieux si tu n'étais pas là. Mais non, je ne ferai pas de conférence. Aujourd'hui, je suis président de l'Association française des conférenciers français, j'ai un peu de succès. Mais si je n'avais pas eu cet accident, je n'aurais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je n'aurais pas tout ce vécu de 10 ans qui sont extraordinaires que je continue. Alors on est en procès, bon, on a gagné bien évidemment, mais après tu as appel, tu as cassation, tu as tout le cinéma. Quoi. Bon, ça, donc on se dit quand même, je me dis quand même, je dis à ma femme, quand même on a trouvé une sacrée tirelire, hein, parce que l'argent on l'aurait dépensé depuis. Hein. Non, là il est bien placé, je ne sais pas où, mais il est bien placé. Donc voilà, mais c'est comme ça, c'est ça, ce que je veux dire, être résilient, mais parce que j'ai décidé d'être heureux. Je ne suis pas sûr que si je n'avais pas décidé d'être heureux, j'aurais été résilient aussi comme ça. Je ne suis pas sûr. Vous voyez, monsieur? Je ne suis pas sûr. Peut-être que je me serais plaint, peut-être que je me serais lamenté, peut-être même que je me serais flingué. J'en sais rien ce que j'aurais fait. Peut-être que j'aurais fait une déprime, peut-être j'aurais fait une dépression, comme madame avec la maladie, pareil. Vous voyez? Donc prendre la décision d'être heureux peut vous faire changer la vie. Et c'est pour ça que je dis, c'est une décision, ce n'est pas une conséquence. Vous voyez? Une autre histoire. Ça vous intéresse? Sinon, je fais autre chose. Hein. Ouais. Alors, oui, tu aurais pris le coup de couteau et tu lui aurais dit à quoi à ta femme? Qu'est-ce que ça a changé maintenant que je suis mort? Maintenant, non seulement tu es ruiné, et puis en plus tu es veuve. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Il faut le prendre comme ça. C'est obligé. C'est obligé, pourquoi? Parce que sinon, on vit qu'une fois. Et c'est ça, on en a tous des déboires. Alors plus ou moins. Eh oui. Donc voilà, c'est la vie, c'est comme ça, quoi. Covid 2020, ça vous dit? Oui. Alors, madame, attends, je vous ai dit. Alors, madame, ce que j'ai dit à ma femme, attends, alors, vous ne pouvez pas vous imaginer. Non, parce que j'ai conjuré le sort. J'ai dit à ma femme, si tu veux divorcer, c'est maintenant, après ce sera trop tard, je lui ai dit. Elle n'a plus envie. Je vous assure que c'est vrai. Je lui dis, parce que là, effectivement, des couples se cassent, là. Hein, et donc, je lui ai dit, Béa, si tu veux divorcer, c'est maintenant. Parce qu'après, c'est fini. Et donc, elle n'a pas divorcé. Et au contraire, on s'est soutenus. Vous voyez? On s'est soutenus. Voilà. Ouais, peut-être, ça fait 44 ans. Alors, ma femme, elle vous raconterait la même chose que moi, parce qu'elle a vécu la même chose que moi. Voilà. Et je vous assure qu'on était en haut dans le grenier, dans un BZ, avec un petit lavabo, un petit WC, et qu'on a vécu 6 mois là-dedans, et qu'on a été très heureux. Voilà, parce que c'est comme ça. Et je vous assure que c'est vrai. Après, vous me croyez ou vous ne me croyez pas. Hein. Voilà. Non, parce que Covid 2020, 16 mars 2020, je ne sais pas vous, mais moi, ça, j'ai une bonne mémoire parce que ce jour-là et les jours suivants, je perds 100% de mes commandes.
Donc ça va, je me retrouve de nouveau ruiné ou presque, hein, tu vois. Donc quand je fais le calcul, il nous reste 3 mois de liquidité avec mon épouse, donc tout va bien, la vie est belle. Donc le soir, donc il y a Macron qui dit c'est la guerre, vous vous souvenez de tout ça, etc., etc. Et donc ma femme me dit qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit déjà on va aller se coucher, parce que la nuit porte conseil, etc. Donc le lendemain, et tout ce que je vous dis, c'est dommage que ma femme ne soit pas là, elle vous le dirait, hein. Je l'appelle par Zoom. Et le lendemain, elle se lève, elle me dit alors, elle me connaît aussi, hein. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Je lui dis écoute Béa, c'est extraordinaire ce qui arrive. Toujours la réalité et l'appréciation de la réalité. Moi, mon appréciation, elle sera toujours optimiste. Donc, la réalité, c'est qu'on est en confinement. La réalité, c'est qu'on ne sait pas combien de temps on va y rester. La réalité, c'est qu'il y a des malades et qu'il y a des morts. Ça, c'est la réalité. Et je dis à mon épouse, écoute, ce qui est fabuleux, c'est qu'on va vivre une période extraordinaire parce qu'on est les seuls, depuis que le monde est monde, qui allons être confinés. J'en sais rien. Mais je lui dis ça. Et je lui dis, je pense qu'après nous, personne d'autre sera confiné. Elle me dit, alors? Et je dis, alors, il faut qu'on vive cette période de façon extraordinaire. Comment? J'en sais rien, mais il faut qu'on la vive de façon extraordinaire. Je téléphone à mon associé, tu connais, Titi, Thierry? Thierry me dit, qu'est-ce qu'on fait? On ferme la boîte? Je lui dis, tu rigoles quoi? Et je lui fais pareil, je lui dis, on va vivre un moment extraordinaire. Et je lui dis, j'ai une conviction. Et là, je voudrais juste, c'est pas le reste qui est intéressant, c'est la conviction. J'ai une conviction très forte, et vous savez qu'en tant que chef d'entreprise, humain, etc., il faut avoir des convictions fortes. C'est ça qui nous sauve. Et je lui dis, j'ai une conviction forte, je dis à mon associé, c'est que c'est pendant les plus grandes crises que se créent les plus belles réussites. C'est une conviction. D'accord? Et il me dit, ah bon? Et je lui dis, on va faire un truc qu'on n'a jamais fait. On va monter une boîte qu'on n'a jamais montée. On va avoir une réussite qu'on n'a jamais eue. Il me dit quoi? Je dis, j'en sais rien. Mais je dis, mais on va le faire. Ok, d'accord, très bien. On téléphone après à 3 amis, je ne sais pas si tu connais deux amis, peu importe. Et là, j'ai quelqu'un, j'explique la théorie, vous savez, chaque menace, il y a une opportunité, chaque problème, il y a une solution, etc. Et j'ai un copain qui me dit, mais écoute, tu parles d'opportunité, et on vit une cercle d'opportunité, c'est-à-dire des gens comme nous qui ont perdu 100% de leurs affaires, ben on n'est pas seuls. Il y en a certainement beaucoup en France. Et donc, on décide de créer une application qui s'appelle millésime.best, pour peut-être qu'il y en a qui connaissent, où on va aider les chefs d'entreprise à rebondir, réussir, etc., etc. Et vous savez quoi? Donc on a mis en place des conférences, on a mis en place des Zooms, on a mis en place des vidéos, on avait 100 vidéos, on a fait 52 Zooms avec des experts, on a fait venir les plus grands experts français, etc., etc., sur notre plateforme, et on a aidé 2300 chefs d'entreprise. Et là où j'avais perdu beaucoup d'affaires, j'ai regagné plus d'affaires en 2020-2021 que j'avais en commande. Alors bon, c'est sûr que chez moi, c'était un salon, c'était un studio télé, hein. J'avais 2 caméras, 3 spots, etc. On ne savait plus où se mettre avec ma femme, et on filmait ça, etc. Qu'est-ce que je veux vous dire par là? Je veux vous dire par là, dans le domaine de la résilience, si j'ai une autre conviction qui est vraie, si je dis à mon associé ou à ma femme, c'est pendant les plus grandes crises que se créent les plus belles faillites, elle est vraie. Mais aujourd'hui, de nouveau, je ne suis pas en face de vous pour vous en parler, parce qu'on aurait fermé la boîte. Le fait de se dire l'événement est l'événement, ce ne sont pas les événements qui trouvent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font, le fait d'avoir une analyse en disant je veux mettre de l'optimisme là-dedans, de la résilience là-dedans, fait qu'on va trouver des solutions qui sont clés de la réussite. Ce n'est pas moi qui mets le titre, puisque ce n'est pas moi qui devais faire cette animation. D'accord? Et ça, par mes expériences, je peux vous dire que c'est du vécu. Donc si quelqu'un a fait une expérience comme ça, avant que je vous donne le chemin de la réussite, ça serait intéressant qu'il raconte aussi, bon, on va raconter vous, hein. Est-ce que quelqu'un a ce genre d'expérience? Non? Personne? Et on est les seuls, hein? Bien. Ça va, je continue ou on s'arrête? Continue? Bon, ça va. Si vous voulez vous arrêter, n'hésitez pas, hein? N'hésitez pas, hein? Mais je suis moins fier de mes réussites que mes échecs, en fait. Hein, parce que ce qui m'a construit, sont mes échecs, en fait. Après, j'ai eu réussite, j'ai géré des boîtes, j'ai réussi des boîtes. Bon, c'est ça, c'est autre chose, ça. Vous voyez? Oui. Oui, exactement. Allez-y. Allez. Vous parliez de votre grand-mère tout à l'heure et des phrases de grand-mère. Moi, il y en a une que ma grand-mère m'a appris, c'est « on se fait du mauvais sang ». Quand on est malheureux ou quand on n'a pas cette approche du bonheur que l'on a,
ça arrive. Moi, j'ai des gens autour de moi qui ont déclenché des maladies. Oui. Parfois des maladies qui peuvent être très graves et mortelles. Oui. Parfois des maladies de psoriasis, de choses comme ça. Oui. Est-ce que vous, à titre personnel, avec cette philosophie de vie que vous avez d'être heureux, Oui. en comparaison de vos camarades ayant le même âge et ayant peut-être une approche de la vie différente, est-ce que vous vous sentez en meilleure santé? C'est une bonne question, puisque je viens de subir une opération du cœur et j'ai 3 stents maintenant, vous voyez. Sauf que, pareil là, et on me dit bon, t'as les coronaires bouchés à 95% et à 75%. Bon, tu te dis, tu passes pas loin de l'accident quand même. Mais à partir du moment où tu le prends d'une façon, ça n'empêche pas d'y aller voir le cardio quand même, hein, et de faire ce qu'il faut faire. Mais bon, tu es en forme beaucoup plus rapidement, quoi, c'est ça, hein. C'est ça qui est important. Et ça évite pas les maladies, la preuve, madame. Mais ça permet de guérir pour beaucoup plus facilement. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Quand on pense positif, optimiste, on actionne des hormones qu'on appelle la dose. Peut-être vous savez ça, non? Qui sont les dopamines, les ocytocines, les sérotonines, les endorphines. D'accord? Qui sont les hormones de la santé, du bien-être, de la récompense et de la satisfaction. Le fait de penser de cette façon-là, vous augmentez les doses. Si vous pensez négativement, vous actionnez le cortisol. Et le cortisol, vous le savez, c'est au contraire ce qui donne les maladies. Donc quand je suis stressé, quand je suis nerveux, quand je suis énervé, quand je suis pessimiste, je crée du cortisol. Alors je ne dis pas que tout le monde va être malade, mais je crée ce cortisol. Au contraire, quand je suis plutôt optimiste, positif, etc., je crée la dose. Donc qu'est-ce que je choisis, moi, de créer? Eh bien, ça ne m'empêche pas d'avoir un cancer, ça ne m'empêche pas d'avoir une petite opération cardiaque, mais néanmoins, ça fait qu'on est quand même en meilleure santé que les autres relativement. J'ai 72 ans, bon, je crois que je ne fais pas mon âge. C'est ça, oui, c'est ça. Alors, si vraiment ça vous plaît, ça, moi je vous conseille, je vais vous faire une ordonnance à 4 médicaments, d'accord? 1, soyez optimiste, d'accord? Optimiste, un choix, ce n'est pas une conséquence. On est d'accord là-dessus? C'est parti. 2, alors croyez-moi, parce que si vous ne croyez pas, vous allez rester pessimiste, hein, d'accord? 2, faites de l'exercice physique, renforcez avec de l'exercice physique. Qui dans cette salle fait de l'exercice physique? Et les autres, il faut faire. Moi, tous les matins, je cours, d'accord? Voilà, parce que sinon, voilà. Ça c'est important. Hein? Moi, j'ai fait des marathons, des triathlons, des choses comme ça, etc. 3, mettez un peu comment on appelle ça? Ça va me revenir. Ça va revenir. Je viens de perdre le mot à l'instant. Pardon? 2? Ça va venir. Bon, ça va me revenir. Non. De méditation, voilà. Méditation. Voilà. Qui fait de la méditation ici? Merci. Il y a un monsieur quand même, bravo. C'est en général avec les dames. Dans mes conférences, je dis, messieurs, c'est pas réservé aux dames. Hein, c'est pas, vous pouvez y aller. Bien, ça c'est mon ordonnance à 3 médicaments. J'ai un 4e médicament, mais je ne peux pas le dire ici. Vous avez compris? Et parfois, j'ai des gens qui ont oublié que l'activité sexuelle, c'était aussi bon, ça faisait plaisir, etc. Voilà. Non, je blague. Mais voilà, mais je vous assure que vraiment, si vous courez, de l'exercice physique, la méditation et pensez optimisme, vous renforcez par rapport à votre question vos systèmes immunitaires, ce qui n'empêche pas de temps en temps on tombe malade. Mais on guérit plus facilement que d'autres. Voilà. Hein? Madame, j'ai mon opposante là. Ouais. Oui. Vous savez ce que m'a dit? Alors, madame, j'étais au centre cardio là. J'étais au centre cardio. Et alors, une fois que j'ai été opéré, j'ai demandé à la cardiologue, c'est une cardiologue, j'ai dit,
Je demande aux infirmières, les infirmières, elles n'ont pas osé me répondre. Et je demande à la cardiologue, Madame, est-ce que je peux avoir une activité sexuelle normale? Elle me dit, oui, tout à fait. Elle me dit, vous ferez juste travailler votre dame. Voilà, donc j'ai fait travailler ma femme. C'est vrai. Eh ben, ah ben voilà, ben je ne savais pas. J'avais pas vu l'indicateur en fait. Mais c'est ce que j'ai fait. Alors, juste, c'est pas un secret, hein, mais il y avait qu'au coroner que c'était bouché. Alors, donc, juste, je voudrais juste, il est 5h moins 20, je voudrais vous donner une clé qui peut vous intéresser. Je voudrais vous donner quelque chose qui peut vous intéresser. Je n'ai pas de schéma, peu importe. Quand vous avez un projet, imaginons que vous ayez un projet fort, un projet entreprise, un projet personnel, peu importe, etc. D'accord? Ce projet, vous allez souvent le découper en objectifs. On est d'accord? Bien. Cet objectif, vous êtes d'accord que vous allez avoir un résultat. Ouais? Hein? J'ai un projet, j'ai un résultat. Ce résultat, c'est binaire. Il va être atteint ou non atteint. D'accord avec moi? Si je vous pose une question, si vous avez un objectif et que vous avez atteint 99% de l'objectif, est-ce que le résultat est atteint? Je vous ai dit atteint, non atteint. Qui me dit atteint? 99% de l'objectif, vous me dites atteint. Vous me dites non atteint, qui me dit non atteint? Non atteint. Bien. Je vais vous donner la réponse. Quand on fait un marathon, je vous ai dit je faisais des marathons. Plus ce que vous dites, madame. Donc, quand vous faites un marathon, la distance, c'est 42 km 195. Écoutez-moi bien. Je m'arrête à 42 km. Est-ce que j'ai fait le marathon? Eh non. Je n'ai pas la médaille, je n'ai pas le maillot du finisher, et tu t'imagines le pire, le lendemain, ta femme, elle prend le journal, elle cherche ton classement, elle ne te voit pas. Elle te dit, mais où tu étais hier? Tu es rentré fatigué, transpirant, et je vois que tu n'es pas là, sur le journal. Tu t'imagines pour 195 mètres. Vous avez compris que votre objectif à 99%, il n'est pas atteint. C'est un autre résultat que vous avez, mais pas celui que vous vouliez. D'accord? Donc ça, c'est important. Bon, après, je peux vous prendre un exemple. J'avais une conférence comme ça devant 800 vendeuses, et pareil, j'avais posé cette question. Elle m'a dit oui. Et je leur ai dit, votre panier moyen, c'était 80 €. Vous avez fait un panier moyen de 79,24 €. Je me souviens bien des sommes. Et donc, attends. Et le patron m'avait dit, avant, j'ai perdu 1,5 million d'euros. Vous voyez? Donc, dites-vous bien qu'un objectif, là ou là, atteint, c'est 100%. Mais on sait très bien que le degré de 1%, 2%, c'est le plus dur à atteindre très souvent. Bien, ça, voilà. Qu'est-ce que je dois faire pour atteindre ce résultat? Je dois mettre en action. D'accord? Sauf que là où j'ai écrit non atteint du résultat, vous pouvez prendre un papier-crayon, dans action, je mets légère. Dans résultat atteint, dans action, je mets massive. Donc ça, c'est quelque chose que je vous dis, c'est pas encourageant. Se dire que pour atteindre un résultat, il faut que je fasse de l'action massive, mais qu'il soit là ou là, l'objectif. Toujours. Mais ça, vous le savez. Vous êtes chef d'entreprise, vous savez que, etc., etc. Sinon, je fais 95%, 98%, etc. D'accord? Si je veux, là, je vois, il y a Marina. Si Marina, elle veut remplir la salle, bah, comme elle a fait cette année, etc., elle doit mettre de l'action massive. Je connais Marina, elle bosse. Si demain, elle arrête de bosser, il y aura 50% de moins de personnes. C'est tout. Il n'y a même pas de congrès, tu vois, bon. Donc voilà. Donc on est d'accord. Résultat, action. Quel est le carburant de l'action? Le carburant de l'action, c'est l'énergie. Donc là où il y a, vous me suivez, non atteint, légère action, énergie basse. Donc si j'ai une énergie basse, je mets en place des actions légères et donc je n'ai pas mon résultat. Si j'ai l'énergie haute,
je mets en place l'action massive et j'ai des résultats. Déjà, c'est intéressant par rapport à du management. Ça veut dire que moi, en tant que manager, est-ce qu'à mes collaborateurs, je leur mets en place des actions pour qu'ils aient de l'énergie ou je fais baisser leur énergie? Si je fais baisser leur énergie, forcément, ils vont mettre les pouces. Vous êtes d'accord avec moi? Si je fais baisser l'énergie de mes collaborateurs, de mes adhérents, de mes associés, etc., ils n'ont pas envie d'aller dans mon projet. C'est au contraire que si je mets l'énergie, en tant que manager, leader, chef d'entreprise, si je mets l'énergie, mes collaborateurs ils vont avoir envie de mettre de l'action massive. Et donc j'aurai du résultat. Qu'est-ce que j'ai? On a résultat, action, énergie. L'énergie, je la crée par quoi? Je la crée par les émotions. C'est très important ça, parce que moi, quand j'étais gamin, ou quand j'ai démarré dans ma vie professionnelle, on m'a dit les émotions, tu les mets dans un placard, et tu bosses et tu les reprendras ce soir, en partant. Non, les émotions, vous en avez en ce moment, pendant que je vous parle, on en a tous. Les émotions, elles sont là. Donc, si je mets résultat non atteint, action légère, énergie basse, je mets émotion limitante. Émotion limitante, c'est ce qu'on appelle aussi des émotions de rejet. Je n'ai plus envie de vous suivre dans votre projet. Donc vous vous rendez compte, si vous achetez l'entreprise, si vous mettez en place des émotions limitantes. C'est quoi l'émotion limitante? Râler constamment, faire des reproches constamment, n'être jamais content, ne pas rire, ne pas sourire. Enfin, tout ça, tout ce qui fait que les personnes en face, elles ont des émotions basses, limitantes, et que vous-même, après, vous générez. De l'autre côté où j'ai mis résultat atteint, action massive, énergie élevée, j'ai émotions dynamisantes, qui sont appelées des émotions d'adhésion. J'ai envie de vous suivre dans votre projet, j'ai envie d'être avec vous, j'ai envie d'être redresser la boîte, etc., etc. Qu'est-ce que j'ai comme émotion? Le rire, la récompense, la résilience, le respect, tout ça, etc., etc. D'accord? Donc, voyez bien que dans mon management perso, dans ma façon d'être perso, ma façon d'être émotionnellement, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle aujourd'hui, va avoir une influence très forte sur moi, sur ma femme, sur mes enfants, sur ma famille, sur mes équipes. C'est énorme. Si j'arrive le matin et que je donne à mon équipe des émotions limitantes, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait pas de résultat. Si j'arrive le matin en donnant à mon équipe des émotions dynamisantes, il ne faudra pas s'étonner non plus du résultat, il sera là. Même si c'est dur, et surtout si c'est dur. Bon, vous allez me dire, ok, d'accord, gars, mais comment tu fais pour avoir des émotions? Ben ça, c'est au quotidien. C'est-à-dire qu'au quotidien, dessous émotion, vous avez pensée. C'est qu'est-ce que je pense au quotidien? Est-ce que je pense négatif, pessimiste, émotion limitante, énergie basse, action légère, résultat non atteint? Ou est-ce qu'au contraire, au quotidien, donc je reviens, j'ai décidé d'être heureux, je reviens sur ma façon de penser, moi au quotidien, très 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 vite, je vais switcher de négatif à positif. Très 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 vite, je vais switcher de pessimiste à optimiste, très vite. Puisque c'est ma façon de vivre, c'est mon choix de vie. Et donc forcément, pensée positive, optimiste, émotion dynamisante, énergie élevée, action massive, résultat atteint. Vous pouvez le tourner dans tous les sens, ça marche comme ça. Vous pouvez le tourner dans tous les sens, ça marche comme ça. Alors bien sûr que si jamais votre objectif n'était pas SMART, vous connaissez SMART, spécifique, mesurable, etc., c'est sûr que peut-être vous n'atteindrez pas le bon objectif. Ah, c'est l'heure, j'arrête. Peut-être vous n'atteindrez pas le bon objectif, mais vous aurez atteint un objectif plus élevé que si vous avez mis des émotions limitantes et des pensées négatives. OK? Vous vous souviendrez de ce schéma-là? C'est un schéma hyper important. C'est un schéma qui permet aux entreprises vraiment de vivre. Tout à l'heure, juste pour conclure, j'ai un chef d'entreprise monégasque. Il me dit, ah Jean-Philippe, comment vas-tu, etc. Ça va, je tousse, mais ça va. Et il me dit, tu sais, depuis qu'on a beaucoup travaillé, avec son assistant à côté, il me dit, on a beaucoup travaillé ensemble, etc. Sur tout ça, on a beaucoup travaillé sur la raison d'être, le pourquoi, les missions, valeurs. Il me dit, tu sais, depuis que tu es venu, ça fait maintenant 2-3 ans. Il me dit, on a doublé les effectifs, on a doublé le chiffre d'affaires, etc. Je dis, wow, je ne suis quand même pas responsable. Mais si tu es responsable, parce que tu nous as remué par tout ça, par toute cette réflexion-là, que nous, on avait uniquement sur
la pensée du chiffre d'affaires et de la marge, quoi, vous voyez. Donc, excusez-moi. Est-ce que quelqu'un peut m'apporter un peu d'eau? Ah, déjà. Merci bien. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Si vous avez une dernière question, oui, mademoiselle, madame. Oui. Alors merci pour cette intervention qui est très inspirante. J'ai bien aimé le schéma des étapes. En fait, pour donner une petite image par rapport à... Vous avez parlé d'énergie, vous avez parlé d'action et vous avez parlé d'émotion. Pour moi, les émotions, c'est energy in motion, donc un peu l'énergie en mouvement, donc l'énergie en action. Et c'est vrai, ouais, c'est ça, c'est le socle des résultats etc. Donc alimenter avec des émotions qui soient un peu plus positives va forcément impacter le résultat. Et ma question, du coup, c'est comment concrètement et de manière très simple cultiver l'humilité et la résilience au quotidien? Alors, je n'ai pas la réponse. Je vais vous donner ma réponse. Je n'ai pas une réponse, je n'ai jamais étudié ça, etc. Je dirais simplement, l'humilité, c'est reconnaître qu'on n'est pas le roi du monde. Et ce n'est pas parce qu'on est président d'association, ce n'est pas parce qu'on est chef d'entreprise qu'on est le roi du monde. On ne sait rien faire sans les autres. Et pour moi, il est important de le dire aux autres. Il est important de dire aux autres que c'est grâce à eux qu'on arrive là où on est. Moi, c'est ma façon d'être humble. Alors que je ne suis pas très humble peut-être, mais c'est ma façon d'être. Je me dis que si je n'ai pas les autres, je ne peux rien faire seul. Mais ce n'est pas le tout de le dire, c'est le tout de le faire savoir. De dire aux équipes, de dire merci, bravo. Moi, je dis beaucoup merci. Beaucoup, beaucoup merci. Je dis systématiquement merci. C'est-à-dire quand j'arrive le matin, bon maintenant j'ai plus de salariés, c'est différent, je suis indépendant, mais quand j'arrivais le matin, je saluais tout le monde. Quand j'ai eu jusqu'à 350 salariés, je peux vous dire que je passais mes matinées à dire bonjour, parce que c'était mon job. C'était mon job. Et chaque fois que je disais bonjour, c'était un vrai bonjour. C'est pas un bonjour, tu sais, la main qui se défile ou tu regardes comme ça. Non, c'est un vrai bonjour, droit dans les yeux. Et là, tu es capable de percevoir si la personne, elle est bien ou elle n'est pas bien. Elle est émotionnellement bien ou pas émotionnellement bien. Et ça, pour moi, c'est important de toujours dire aux gens merci. Moi, je fais partie d'une association, je vous ai raconté, maintenant 200 membres. J'ai un staff avec moi, je dis merci, merci constamment, c'est important. Merci. Parce que c'est les autres qui font. Et l'humilité, c'est vouloir aussi élever les autres. C'est vouloir que les autres soient plus forts que vous. C'est comme ça que je fais. La résilience, moi je vous dis, la résilience pour moi, c'est que je sais que je vis qu'une fois. Donc je veux faire en sorte d'être heureux. Et dans ma mission de vie, je me suis dit que je n'avais pas le droit d'être heureux tout seul, que je devais rendre heureux les autres. Donc ça fait maintenant, depuis l'âge de 21 ans, que j'essaye de faire ça. Voilà, je ne sais pas si vous avez répondu, mais c'est ma façon moi de vous répondre. Voilà. Oui, vas-y. Merci donc Jean-Philippe pour ton intervention. On admire toujours ton dynamisme et cette envie d'être heureux. Quel argument aurais-tu pour des jeunes quand on voit ce qui se passe actuellement dans le monde? Moi, j'ai par exemple mes nièces qui me disent on ne veut pas avoir d'enfants et il serait irresponsable de les mettre au monde dans ce monde justement qui nous entoure avec ce qui s'y passe. Quels arguments concrets tu pourrais leur donner pour essayer de leur faire voir les choses différemment? Ouais, la vie, elle a toujours été comme ça. D'abord, il y a quelque chose qui m'a toujours choqué, c'est d'entendre des parents qui disent à leurs enfants « tu vivras moins bien que moi ». C'est hyper motivant. C'est hyper motivant, vous vous rendez compte? J'ai jamais dit ça à mes filles, quoi. J'ai jamais dit à mes filles « tu vas moins bien vivre que moi », quoi. Je l'entends, mais constamment. Et après, on se dit « nos jeunes, c'est bizarre. Ils ne sont pas heureux, ils sont pessimistes, mais tu te rends compte ce qu'on leur met dans la tête. » Bien. Nous, on est des boomers. OK. Donc maintenant, on a de la chance, donc maintenant, on a toutes les tares. Hein, on est d'accord? Mais mes parents, ils ont connu la guerre. Ma mère, elle a eu 4 enfants. Ma grand-mère, elle a eu 7 enfants. C'est quoi cette histoire-là? Le monde est celui qu'on construit. Lève-toi. Regarde dans quel environnement tu vis. Regarde ce que tu as aujourd'hui. Tu as beaucoup plus qu'il
il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Et il y avait les mêmes soucis. Mais si je regarde depuis que le monde est monde, c'est une succession de guerres, de conflits, etc. Et pourtant, il y a des gens qui ont été heureux, des gens qui n'ont pas voulu être heureux. Donc aujourd'hui, les jeunes, ils vous disent, je ne peux pas être heureux. Mais non, parce qu'ils pensent que le bonheur, c'est une conséquence. Le bonheur, c'est un choix. Le bonheur, c'est un choix. Et moi, je suis étonné de voir de l'autre côté de la barrière. Et je suis étonné de voir qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui en veulent. Il y a beaucoup plus de jeunes créatifs. Il y a beaucoup plus de jeunes qui ont envie de faire des choses que l'inverse. Mais il faut le reconnaître, il faut leur dire aussi ça. Parce que ce qu'on dit, on est en train de catégoriser une génération, la Z. Ils sont feignants, ils veulent rien faire, ils ne sont pas fidèles. Non, ils ont d'autres valeurs. Ils ont d'autres valeurs. Ils veulent, on en a parlé ce matin, là, pendant qu'on animait la réunion sur la RSE. Ils veulent du sens. Ils veulent du pourquoi. Ils veulent qu'on les encourage. Ils veulent de la formation. Ils veulent autre chose que nous. C'est différent. Donc effectivement, je comprends ce que tu dis, hein, sur tes filles, etc. En même temps, moi si j'étais en face d'elles, je leur dirais, bon ok, dis-moi comment tu vis. Dis-moi ce que tu as aujourd'hui. Dis-moi quelles sont tes craintes. Ça veut dire que quoi? Tu n'as pas confiance en toi-même? Ça veut dire que tu penses que c'est les autres qui vont construire pour toi ou c'est toi qui vas construire ta vie? Moi, je pense que chacun d'entre nous construit notre vie. C'est ma façon de penser. J'admets qu'elle puisse ne pas être partagée, mais c'est ma façon de penser. C'est comme ça que je vis et que je fais vivre mes enfants et mes petits-enfants. Voilà, je vous remercie infiniment. Vous êtes très aimables.